Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lidovores, et bordel, je ne sens plus ma lèvre supérieure. Ma femme et moi, on vient de se faire un petit plat thaïlandais bien épicé, ça ressemblait plus ou moins à une soupe au sang. C'était rouge, blindé d'épices. Je sens plus ma lèvre, mais bon, c'est comme ça. Je vais quand même assurer le suivi du menu crowdfunding malgré tout, hein, par professionnalisme, on va dire, hein, pour le 1,50$ que me rapporte le suivi du menu crowdfunding semaine après semaine. Et cette semaine d'ailleurs, j'ai pas cru voir de annulation, donc du coup, on va pouvoir passer directement au suivi des campagnes, en commençant directement par Hwang, le nouveau projet de Phalanx du côté de chez GameFound, avec une campagne qui se porte plutôt bien. Campagne qui a d'ailleurs été présentée dans le menu crowdfunding d'il y a 3 jours à peine, donc le 5 mars dernier. Et vous le voyez, pour l'instant, on est à 1750 backers, 120 000 euros d'engrangés, 2 jours avant la fin de la campagne. Donc on est quand même sur un bon résultat. En même temps, Phalanx est habitué à des résultats relativement convaincants depuis quelques temps déjà sur GameFound. Ils avaient déjà fait le déménagement sur GameFound assez rapidement. Il y a déjà 2-3 campagnes de ça, je crois. Et quoi qu'il en soit, pour ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur le projet qui est donc, j'ai perdu le titre d'ailleurs, Hwang, voilà. Sachez qu'il s'agit d'un remake d'un autre jeu de Reiner Knizia. Alors peut-être quelques petits modules, quelques petites modifications de règles par-ci par-là, peut-être, hein, j'ai pas checké en détail. Sachez également qu'il y a une version francophone disponible durant la campagne, comme souvent avec Phalanx. C'est pour 2 à 5 joueurs, 80 minutes et 14 ans et plus pour ce qui est des configurations de partie. Et puis donc pour le reste, le gameplay, etc., je vous recommande plutôt d'aller checker la vidéo du menu crowdfunding dans laquelle je présentais le jeu il y a 3 jours à peine, donc en date du 5 mars dernier. Pour ce qui est des stretch goals, pas grand chose à se mettre sous la dent, il y en a 2. The 18 Kingdoms, qui est une petite règle optionnelle qui vient rajouter encore un peu plus de profondeur au jeu. Et ensuite, récemment, aux 1600 backers, on a aussi débloqué The Rock Bandits, une petite micro-extension qui vient ajouter des ennemis un petit peu aléatoires qui ne sont contrôlés par aucun joueur autour de la table. Donc ça rajoute un petit peu de piment. Oui, pour cette semaine, c'est bien adapté. Donc ça peut être assez sympa en termes de gameplay d'ajouter ce petit module à vos parties. Voilà pour Hwang, il reste 2 jours seulement avant la fin de la campagne, 1700 backers, version française, je le rappelle à nouveau. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Hwang. Présenté le 12 février dernier dans le menu crowdfunding, Château, un projet pas français mais avec une version francophone malgré tout, qui nous vient de Hollande. C'est un petit print and play / roll and write, comme c'est souvent le cas, hein. C'est la combinaison idyllique pour faire des campagnes pas trop chères et qui marche plutôt pas mal sur Kickstarter. 5 € le print and play, livraison juste après la fin de la campagne bien évidemment, par PDF, il n'y a pas besoin de livraison physique. 8400 € d'engrangés, donc c'est largement financé, 650 contributeurs, c'est plutôt un beau petit succès pour Château. D'autant plus que ce n'est que le 2e projet de Rolling Rhino Games, donc ce petit éditeur hollandais. Donc c'est un petit jeu de run and write, hein, je vous recommande d'aller checker la vidéo du 12 février d'année pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, pour 1 à 99 joueurs, 7 ans et plus, 15 minutes pour la partie où on va donc chercher à compléter un maximum de grilles avec des formes de polyomino pour construire les châteaux les plus célèbres de notre bonne vieille Europe, y compris par exemple l'Alhambra, Buckingham Palace, le Castel del Monte, Château de Versailles, Neuschwanstein, etc., etc. Et on a débloqué aussi d'autres châteaux via des stretch goals. On a débloqué par exemple Chimay quand même, Muiderslot, que je ne connais pas pour le coup, Palacio da Peña, Château de Chillon. Il y a quand même d'autres châteaux un peu plus connus que celui-ci, mais bon, pourquoi pas. Bon, celui-là, j'ai pas essayé de le prononcer. Bon, allez, ici pour le fun. Zamek, Malborku, voilà, Schloss Schönbrunn. Le reste, on a quoi encore? Château de Hautefort, que je connais pas non plus. Schloss Wernigerode, pas facile. Et Karlstein, apparemment. Mais toujours pas de Chambord, toujours pas de Cheverny, donc je suis toujours un peu chafouin, voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Peut-être qu'on aura encore d'autres châteaux d'ici les 57 heures qui nous séparent de la fin de la campagne. Voilà donc pour Château. Présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Ascension Tactics Inferno fait plutôt un score honorable, même si à la vue de sa première semaine de campagne, je pensais qu'il ferait un petit peu mieux que ça. Je le voyais certainement atteindre plutôt vers les 3000 backers. On est actuellement à 2100, ce qui n'est pas extraordinaire. 270 000 € d'engrangés ceci dit, 60 heures avant la fin de la campagne. On est sur un jeu de deck building avec des miniatures, avec une narration, avec une vraie campagne. Donc assez intéressant. Et puis il s'agit ici d'un standalone extension pour Ascension Tactics qui avait déjà connu une
une sortie préalable. Donc on est encore une fois sur un univers très orienté Epic Fantasy, Heroic Fantasy, disons, assez classique pour 1 à 4 joueurs en coop, 14 ans et plus, 60 minutes de la partie. Je vous laisse aller consulter le menu crowdfunding du 26 février d'année pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, le tarif, etc., les frais de port et que sais-je encore. Pour ce qui est des stretch goals, c'est ici que ça se passe, avec de nouvelles miniatures par-ci par-là, notamment avec le Build the Pug Mini. Décidément, qu'est-ce qui se passe avec les pugs en ce moment? Il y a un autre jeu, c'était quoi, Pick the Pug, qui est actuellement en campagne. On a eu un éditeur grec qui récemment avait sorti Age of Inventors, qui s'appelait Nantoka Pug, enfin un truc avec Pug dans le titre aussi. Enfin, il y a plein de trucs avec des pugs en ce moment, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Ensuite, on a peut-être un petit upgrade sur la boîte avec le Spot Gloss, donc un petit effet de surbrillance sur certains des éléments de la boîte, qui sera une exclusivité Kickstarter. Ensuite, on aura également le Clockwork Sentry, donc une nouvelle carte accompagnée de sa miniature. À 300 000 $, on a aussi potentiellement un stretch goals supplémentaire qui va ajouter des dividers, donc des séparateurs de decks de cartes, parce que comme il s'agit d'un deck building, il y aura plein de decks différents que l'on pourra mélanger ou non, mais les séparer lors du rangement est toujours plus pratique pour pouvoir ensuite l'installer la prochaine fois. Mais je parle au futur proche parce que vous le voyez, le cadenas ici n'est pas encore déverrouillé, alors que ceux-ci le sont, ce qui veut bien dire que tout ce qui se trouve en dessous de ce stretch goals n'a pas encore été débloqué, donc on aura certainement encore quelques petits stretch goals à aller débloquer d'ici la fin de la campagne, qui devrait arriver d'ici 60 heures, au moment où je vous parle. Donc comme d'habitude, pour le menu crowdfunding, pour le suivi, vous retirez environ 26-27 heures pour avoir le total des heures restantes avant la fin de la campagne. Voilà donc pour Ascension Tactics Inferno. Pas de stretch goals pour celui-ci, ça va me permettre d'aller assez vite. Il s'agissait donc de la triple campagne, enfin de la même campagne pour un triple projet de 25th Century Games, avec ici Agueda, la ville au parapluie, Colorfield et Donut Shop, 3 jeux qui avaient été présentés dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, donc sur la chaîne, avec donc 3 jeux qui partagent un mécanisme central identique, à savoir le placement de tuiles façon un peu polyomino. Si c'est un mécanisme que vous appréciez particulièrement, ça peut être une campagne qui vous intéresse, avec 3 jeux qui se séparent un petit peu par différents autres points de mécanisme bien évidemment, mais qui partagent donc en leur cœur ce mécanisme de base, qui est vraiment le placement de tuiles. Donc voilà pour ce qui est de Agueda, donc avec les fameux petits parapluies. Donc c'est au Portugal, cette ville d'Agueda, où on voit une avenue commerçante recouverte à son sommet de plein de parapluies de couleurs. C'est très joli. Et donc on va essayer de recomposer un petit peu cette avenue commerçante avec tous ces petits parapluies. On a ensuite donc Colorfields, qui est beaucoup plus abstrait, où on va faire de la peinture. Et puis Donut Shop, où là on va simplement agencer son magasin de beignets du mieux que l'on peut avec les différents beignets qui sont à notre disposition. Pas de stretch goals, disais-je, donc on va pouvoir passer directement à la suite. C'est tout pour cette campagne, cette triple campagne, on pourrait dire, donc de Agueda, Colorfields et Donut Shop, qui pour l'instant n'a pas rencontré un franc succès. On est à 613 backers, 63 heures avant la fin de la campagne, mais bon, le projet est, ceci dit, financé, malgré l'absence aussi de version francophone. Présenté le 12 février dernier dans le menu crowdfunding, Vault a peiné à financer. On l'a vu 2-3 semaines consécutivement, ça approchait des 100%, ça y est, c'est fait, depuis la semaine dernière déjà. Vault est financé, ça s'est pas fait de grand chose, on est à 24 000 € sur 18 700 nécessaires, mais c'est fait. 315 contributeurs, 67 heures avant la fin de la campagne pour ce jeu qui mêle RPG et jeu de plateau, avec une version disponible aussi en print and play. En gros, vous recevrez un PDF et vous pourrez jouer avec ce jeu de rôle sous format PDF, sans forcément tous les petits tokens, etc. qui vont avec, sans la boîte physique également, mais vous avez bien évidemment aussi l'option de prendre le tout avec le matos, bien évidemment, pour accompagner le tout. Donc ce serait pour beaucoup plus cher, ceci dit, on a 85 $ pour le World Shaper Box Set Tier, et même encore plus cher avec le Tyrannosaurus Tier à 599 $, mais là c'est du mécénat à ce niveau-là. Pour ce qui est des stretch goals, il y en a assez peu. Pour l'instant, il y en a 2 qui ont été débloqués. On a donc les Character Hex Base Templates, donc des fichiers qui vous permettront d'imprimer des hex, donc des sortes d'hexagones pour mettre vos caractères, enfin vos personnages, disons, dessus. Si vous avez les miniatures, ceci dit. Et puis ensuite, à 24 000, on a débloqué aussi les Digital Character Tokens, donc des tokens digitaux, encore une fois, à imprimer, que vous pourrez utiliser pour signaler la position de vos personnages sur différents lieux. Voilà pour ce qui est de Vault, pour ce qui est de
contenu du jeu véritablement, des mécanismes, etc., je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 12 février dernier. Voilà pour Vault, 315 contributeurs pour l'instant. Je vais vous parler il y a quelques minutes à peine de cette frénésie autour du chien, du Pug ces derniers temps. Et ben ouais, c'était le jeu dont je parlais tout à l'heure, le Pick the Pug, qui pour l'instant marche plutôt bien, hein, 708 contributeurs pour un premier projet qui plus est de Compa et Alex. 708 contributeurs, 31 000 euros d'engrangés, 67 heures avant la fin de la campagne, donc ça se passe plutôt très bien pour ce jeu ce jeu d'ambiance pour 30 minutes, avec 10 minutes d'apprentissage seulement des règles, pour 3 à 8 joueurs, donc c'est un jeu plutôt familial, hein, pour du 7 ans et plus, avec pas mal de tech date également, où on va s'échanger différentes cartes avec différents animaux, dont le Pug est la star centrale, hein, clairement. Mais pourquoi? Allez savoir, je ne sais pas, je ne m'explique pas cette popularité soudaine du Pug. Les stretch goals, ce n'est pas grand chose, c'était exclusivement des cartes supplémentaires, là ici, New Mythical Creature, The Dark Pug, New Donkey, etc. Bon, quelques petites cartes par-ci par-là, majoritairement je crois des KSE, donc des exclusivités Kickstarter, me semble-t-il. Ah non, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci éventuellement, qui a été débloquée. On aura certainement encore 2-3 stretch goals peut-être d'ici la fin de la campagne, j'imagine. Pas grand chose de plus à ajouter pour Pick the Pug, 710 contributeurs environ, 31 000 euros d'engrangés à 67 heures de la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 12 février dernier, ce n'était pas un jeu, mais bien une table de jeu, à savoir The Origins, qui revenait avec sa version LIT, donc Light, à 30% de moins que le prix dans le commerce, et puis une table bien plus simpliste, également disponible en vente pour seulement 999 $. Et du coup, on voit parfois des campagnes qui peinent à financer alors qu'ils font des gros scores. Là, c'est un petit peu le contraire. Ils font un relativement maigre score, hein, 462 contributeurs, c'est pas énorme. Mais par contre, ils ont fait péter les compteurs avec 227 000 euros d'engrangés. Mais en même temps, bon, une table, c'est cher. Donc forcément, le solde ici grandit assez rapidement dès lors qu'un nouveau client s'ajoute à la liste. Donc voilà, vous avez donc la table de base que vous voyez ici en Wormwood, donc pour 999, c'est la comparaison, excusez-moi, comparaison avec Wormwood qui est une autre marque de table assez populaire, que moi j'apprécie pas mal pour le visuel. Vraiment, Wormwood fait des tables vraiment très très sympas. Là, ils font un comparatif du coup pas très très sympa, parce que du coup, ils se foutent un peu de leur gueule, notamment sur les shipping costs, donc les frais de port, où on dit who knows, on sait pas combien ça coûte au final les frais de port. Bon, et puis après tout le reste, on voit que c'est vert chez eux, c'est rouge chez l'adversaire, bref, c'est de la concurrence, j'imagine, loyale, hein, puis c'est à charge de revanche bien sûr, mais bon, c'est un petit peu un coup bas quand même, hein. Voilà, pour le reste, il n'y a pas de stretch goals, hein, je vous laisse aller composer votre table ou en rêver, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde, en tout cas c'est pas donné pour moi, je ne le prendrai pas, mais c'est vrai que ça vend toujours un petit peu du raid d'avoir une belle table bien illuminée, comme ça, avec des petits rangements partout, c'est très classe, un jour peut-être, on verra. Celui-ci n'a pas été présenté dans le menu crowdfunding parce qu'il m'était un petit peu passé sous le nez à l'époque, et pourtant il s'agit d'un projet français qui nous vient de Paris et de Walter Wejdowski, donc d'origine polonaise j'imagine, et qui nous populait donc un nouveau jeu dans l'univers de Napoléon, enfin l'univers, ça va, l'univers disons dans la période historique de Napoléon, un jeu de plateau multijoueur dans l'époque napoléonienne qui pour l'instant a réuni 170 contributeurs, 14 000 euros d'engrangés, c'est donc financé à 4 jours de la fin de la campagne, et bien évidemment, vous vous en doutez, la campagne sera disponible en français, j'imagine, en tout cas parce que je m'avance un petit peu, je vois que tout est en anglais ici, mais tout à l'heure il y avait une phrase ici en français, donc a priori, et même le titre, hein, Les Conquêtes de Napoléon, ça devrait théoriquement être disponible en français, même si pour l'instant je ne vois pas grand chose faisant référence à une potentielle version francophone, mais ça me semble assez logique. Voilà, c'est version francophone, version française, j'avais oublié. Du coup, le frais de port est gratuit en France, qui plus est, et 14 € dans le reste de l'UE, donc bon, ça reste relativement accessible en soi. Par contre, je crois que j'ai raté un petit peu le prix du pledge en lui-même. Simple pledge, alors c'est ici. Alors on a donc, c'est assez petit, One Pledge at Reduced Price, 69 € contre 79, j'imagine que c'est une fois en boutique. Ensuite le free shipping en France, ouais, ça c'est déjà la même chose qu'il expliquait tout à l'heure. Ok, donc 69 €, c'est bien ça? Ouais, 69 € donc pour la version française de Conquête de Napoléon. Après bon, ça reste un jeu relativement classique dans ce type de jeu là, donc de conquête, de guerroiement, donc c'est pas très 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 joli, même si ça a ce côté carte historique assez classe, mais tout ce qui est token, etc., c'est pas diablement joli, mais ça fait le job, et pour tous les amateurs de ce genre de jeu, ça peut être une belle découverte, à voir. Voilà pour les conquêtes de Napoléon. Présenté
Avec un petit peu de retard, je vous le concède, le 5 mars dernier, donc il y a 3 jours à peine, dans le menu crowdfunding, la saison 2 de Summoner Wars pour la VF assurée par Matago est actuellement en ligne et pour 6 jours seulement, hein, il reste très peu de temps, donc un peu moins d'une semaine avant de pouvoir mettre la main sur la saison 2 de Summoner Wars, qui pour l'instant a accumulé près de 20 000 € approximativement, et 210 backers sont sur le projet actuellement, donc des backers j'imagine de la première heure, certainement pour la saison 1, qui ont été convaincus et qui reviennent pour la saison 2, même si j'imagine que dans le tas il y a aussi quelques personnes qui ont pris cette opportunité de prendre la saison 1 et la saison 2 en un seul bloc, puisque c'est un des pledges disponibles durant la campagne. Vous pouvez prendre la saison 1 et la saison 2 ensemble. Par contre, ça va commencer à coûter un petit peu chéro, mais j'arrive plus à retrouver ça. Quoi qu'il en soit, je vous laisse aller consulter le segment de cette vidéo dans le menu crowdfunding d'il y a 3 jours, donc le 5 mars dernier, pour en apprendre un peu plus. Et de toute façon, c'est sur Game on Tabletop, tout en français, donc toutes les infos sont là. Un petit peu d'effort, vous devriez arriver aussi. Présenté le 26 février d'année dans le menu crowdfunding, Harvest Hoppers, pardon j'ai oublié le H, était un petit jeu vraiment avec une direction artistique toute mignonne pour 2 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes, 8 ans et plus, donc très familial, très accessible. Jolie petite direction artistique, toute mignonne, vraiment choupi, où on incarne des tortues à vélo. Bon, le thème est un petit peu particulier, il y a plusieurs petits mécanismes qui viennent se mélanger là-dedans, c'est pas inintéressant, il y a un petit peu de gestion de ressources, un petit peu de contrôle de territoire approximatif, hein, voilà. C'est pas vilain du tout, mais pour l'instant ça n'a pas séduit suffisamment de monde. 132 contributeurs, 7 000 € d'engrangés sur 14 000, on est à pile 50% du solde de financement actuellement, et à une semaine de la fin de la campagne, je doute quand même qu'on aille financer, ou si c'est le cas, ce sera vraiment de très peu de choses. C'était un projet qui nous vient des États-Unis, de Cleveland, de Snowbright Studio, donc je ne connaissais pas spécialement avant. En même temps, je crois que la semaine dernière, j'ai déjà dit ça, quand je l'ai présenté dans le menu crowdfunding, alors qu'en fait, il y avait un projet que je connaissais, donc juste par acquis de conscience. Ouais, bah oui, Birds of a Feather, effectivement, qui avait fait un très beau succès l'année dernière, avec 1640 contributeurs à l'époque. Donc même avant Verdant Isles avait fait 920. Donc là, a priori, Harvest Hoppers sera peut-être leur plus gros bid à ce jour, alors que pourtant, en termes de direction artistique, c'était plutôt choupi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas financé donc. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 février dernier, la nouvelle extension de Alice is Missing, un jeu qui a été primé à de multiples reprises ces derniers mois, qui a été d'ailleurs un concurrent de l'As d'Or pour le festival de Cannes récemment, même s'il n'a pas remporté le prix, qui donc revient avec une extension intitulée Silent Falls, qui pour l'instant, durant cette campagne Kickstarter, ne bénéficie pas d'une version francophone, mais vu le succès du jeu de base, il devrait y avoir une VF aussi à terme, mais ce sera pas via le KAS. Et pour l'instant, ça se confirme plutôt, hein, la réputation de ce jeu n'est plus à faire, et du coup, 3000 contributeurs se sont rués sur cette extension, qui a engrangé pour l'instant 150 000 € à 7 jours de la fin de la campagne. Y avait-il des stretch goals? Là, pour le coup, pour celle-là, j'ai oublié d'aller checker. Grand mal m'en face, hein. Prenez des orties et flagellez-moi avec, hein, si vous voulez. Désolé, j'ai oublié les stretch goals. Ah, ils sont ici. Alors, les stretch goals, new missing posters, donc on aura des posters supplémentaires, faut prononcer ça à la française pour bien faire moche, des posters supplémentaires, ok. Ensuite, Cantrip Candles Crossover, j'imagine qu'il faut connaître un petit peu l'épisode 1 pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, mais bon, une sorte de piège avec des bougies, un carrefour, c'est bizarre, je ne sais pas de quoi on parle. Ensuite, Alice is Missing Playmat, un petit playmat en néoprène potentiellement, ça c'est plutôt cool. Et je sais pas si par contre on l'aura éventuellement dans la version du commerce. Est-ce que c'est une exclusivité Kickstarter? C'est pas marqué non plus, mais c'est pas marqué le contraire. Allez savoir. Et puis ensuite, Brand New Alice is Missing Soundtrack, donc de nouvelles pistes audio pour accompagner vos parties de Alice is Missing. Voilà pour ce qui est de la nouvelle campagne pour Silent Falls, la nouvelle extension de Alice is Missing qui réunit donc 3000 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Autre jeu auquel il reste seulement 7 jours avant la fin de la campagne, c'est un jeu qui a été présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, c'est un jeu qui bénéficie d'une version francophone qui plus est, et il s'agit de Street Fighter V Champion Edition Legends par Colossal Games. Et comme je l'avais dit lors de la présentation du projet, et ça n'a pas changé depuis, c'est un bid. Malgré la licence Street Fighter, et j'ai envie de dire même, en plus, avec une licence comme ça, comment réussir à bider autant?
Et ben en faisant ça. Et pourtant, la proposition en réalité, elle est pas si inintéressante que ça. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo de Nyx qui en a parlé, qui en a fait une présentation, une review assez détaillée. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, qui sont fans de la licence potentiellement, sachez tout de même que, et je pense que c'est une des raisons qui font que le projet attire finalement pas tant de monde que ça, c'est qu'au final, ce Street Fighter, c'est un jeu qui certes reprend l'univers et les personnages de Street Fighter, mais dans un jeu coopératif, un petit peu façon dungeon crawler, et c'est tout sauf ce qu'attendent les fans de la série, j'imagine. Hein. C'est typiquement un jeu qui devrait être de la baston en 1 contre 1, en 2 contre 2, en 3 contre 3 ou que sais-je encore, mais pas vraiment un jeu coop, et je pense que ça n'a pas très bien marché, en partie à cause de ça, et puis aussi parce que c'est pas donné, et que certains personnages qu'on aurait imaginé être dans la boîte de base, donc celle-ci, n'y sont pas. Parce que ici dans la Fighter Tier, vous avez donc les personnages que vous voyez ici, donc Ken, on a donc bien sûr Liu, Dalshim, Chun-Li, Zangief, ou encore il y a Rashid, Sakura, etc. Mais par contre, si vous êtes dans la boîte d'extension, vous y trouverez d'autres personnages qu'on aurait bien aimé voir dans la boîte de base, à savoir par exemple Blanca, Guile, Edmond Honda. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bison, Vega, Balrog, il y a plein de personnages qui auraient dû être dans la boîte de base, en gros. Mais bon, c'est pas le cas, quoi qu'il en soit. Donc pour l'instant, ça bide un petit peu, mais bon, vous avez la version francophone si le jeu vous plaît, s'il vous intrigue suffisamment pour y aller et que vous n'avez pas peur pour votre argent malgré tout, vous pouvez y aller. 640 backers s'y sont réunis, donc c'est que le jeu va trouver son public malgré tout. Pour l'instant, 84 000 € d'engrangés, c'est donc financé 7 jours avant la fin de la campagne. Et je vais un petit peu vite en besogne, j'ai pas checké s'il y avait des stretch goals, et il y en avait, donc quand même, on va arrêter de déconner 2 minutes, il y a pas mal de nouveaux personnages qui ont été ajoutés, donc Cody, Gil qui est un Nemesis, donc un ennemi, un boss de fin de niveau, Alex, qu'est-ce qu'on a encore, Ed, Seth, Julia, enfin il y en a plein que je connais pas, hein. Je me suis arrêté à Street Fighter 2, donc je connais pas des masses. Hein. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est de Street Fighter 5 cette fois-ci, c'est bel et bien fini pour ce segment de la vidéo. Également présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, c'était un semi-coup de cœur. Il a frôlé le coup de cœur de la semaine, excusez-moi, lors de sa présentation. Il s'agit de Curse of Candelabria, un projet italien. C'est le même porteur de projet, le même éditeur que Sheol. D'ailleurs, la page n'a pas bien chargé. On va la recharger tout de suite ensemble. Donc, c'était Lunar Hawk Studio qui était derrière donc Sheol, qui avait fait un très beau projet, un très beau succès à l'époque sur Kickstarter avec 2761 contributeurs pour un premier projet et les retours sont dithyrambiques. Donc j'aimerais beaucoup tester Sheol et de fait, parce que comme pour Sheol d'ailleurs, Curse of Candelabria dispose aussi d'une direction artistique et d'une thématique vraiment superbe. La direction artistique est magnifique, la thématique, même si c'est classique, c'est abordé sous un aspect qu'on n'a jamais vu vraiment jusqu'à maintenant, une sorte de malédiction globale qui transforme les êtres humains en bougies qui se consument au fur et à mesure, enfin je trouve ça génial, et c'est très joli, les miniatures sont très belles, et en plus de ça, vous le voyez, il y a une version francophone disponible pour ce qui est des règles, parce que en fait sur les cartes, sur le matériel, il n'y a pas de texte, donc ça s'agira d'un PDF j'imagine, à moins qu'un éditeur français n'aille booster un peu le projet. Donc un projet que j'aimerais beaucoup tester, même voire backer, mais qui en l'état va pas financer, hein, je pense. Ou alors vraiment de justesse, il reste une semaine, c'est jouable. Honnêtement c'est jouable, 709 contributeurs, 120 000 € sur 150 000, c'est encore jouable. Je m'avance un petit peu en besogne, je pense que le projet pourrait encore financer. Reste à voir s'ils veulent aller jusqu'au bout ou s'ils vont prendre la décision d'annuler encore une fois, comme ils l'ont déjà fait une fois il y a un mois environ, un mois et demi, c'était en novembre, voilà, il y a quand même presque 6 mois, hein, qu'ils avaient annulé à l'époque par faute de financement tout simplement. Est-ce qu'ils vont suivre le chemin de l'annulation ou est-ce qu'ils vont pousser jusqu'au bout et faire un tout petit financement à ric-rac, alors que pourtant The Curse of Candelabria, ça en jette pas mal, ça a l'air d'être très prometteur, le gameplay a l'air d'être très sympa aussi. J'aimerais beaucoup le tester, mais bon, il est un petit peu chéro malgré tout pour ce qu'il propose en termes de matériel, même si le matos est très beau. Et puis, le manque de certitude vis-à-vis de la viabilité de la campagne est pas très encourageante non plus, soyons honnêtes. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Comme il reste 8 jours au moment où je m'enregistre, on le reverra peut-être une toute dernière fois la semaine prochaine, ça dépendra du nombre d'heures restantes lorsque la vidéo sera publiée. Et donc, bien évidemment, comme le projet n'est pas encore financé, pas de stretch goals pour l'instant. Présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, celui-ci aussi, Aventuria, qui vient s'enrichir de 2 nouvelles extensions à ce projet allemand de Ulisses Spiele, qui nous propose encore 2 extensions pour Aventuria, qui en a déjà, je crois,
5, 6, 7, 8, je ne sais plus. Donc c'est une grosse série qui date un petit peu déjà. Et vous avez en plus l'opportunité de prendre un gros all-in avec tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Ça va coûter un bras, hein, bien évidemment. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 26 février dans lequel j'en parlais. Mais le All Venturia, par exemple, ici à $600 pour avoir donc le jeu de base plus toutes les extensions, tous les packs de personnages supplémentaires. Donc bref, ça fait beaucoup de matos, mais ça fait aussi beaucoup de dollars. Hein. Donc $600, êtes-vous prêt à les dépenser ? Moi non, c'est pas un jeu qui en plus de tout ça m'intéressait particulièrement, donc j'ai pas de regrets. Et en plus de ça, vous le voyez, hein, pour l'instant ça marche pas des masses en réalité, hein, 248 backers, bon ils ont pas tellement fait parler la poudre, hein, c'est pas génial quoi. Hein. 250 backers, 42 000 € d'enregistrement ceci, donc c'est financé hein, à 8 jours de la fin de la campagne, donc on en reparlera une fois encore la semaine prochaine. Donc là, vous l'avez compris avec Aventuria juste avant, hein, on entre dans la catégorie des jeux pour lesquels il restera encore certainement une dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine. Et on continue donc avec Scholars of the South Tigris, donc le nouvel épisode de South Tigris, donc la nouvelle série de Garfield Games, après Wayfarers, donc qui a été traduit par Voyageurs du Tigre du Sud ou je sais pas quoi. Ils nous reviennent avec Scholars, donc je sais pas, les érudits, on pourrait traduire ça en français, j'imagine, les érudits du Tigre du Sud. Qui pour l'instant, encore une fois, a vraiment déclenché un enthousiasme que je ne m'explique pas, parce que vraiment les jeux de Garfield Games, et ils le disent eux-mêmes hein, sur leur campagne, qui encore une fois n'a pas chargé pour le coup, ils le disent eux-mêmes généralement dans leur campagne en bandeau d'entrée, quoi, d'accueil, que ça sert pas à grand chose d'aller backer, hein, c'est toujours ici, ça sert pas à grand chose d'aller backer en général leur campagne sur KS, parce qu'il n'y a pas vraiment d'exclusivité vraiment intéressante, que vous trouverez le jeu moins cher dans le commerce et en VF qui plus est par Pixie Games, ça y est je commence à mémoriser ça, Garfield Games c'est Pixie Games en français, donc vous le retrouverez moins cher en boutique, certainement, sans les frais de port qui plus est, donc c'est pas très intéressant, ils le font pour booster un petit peu le financement, la préparation de la production du jeu en fait simplement, mais il n'y a pas un grand intérêt véritablement à aller chercher ce jeu de backbuilding avec des dés en masse, avec un petit peu de set collection également si je me souviens bien, avec une version de Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient le tester, et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une VF bien évidemment. Voilà pour Scholars of the South Tigris, on en reparle une fois encore la semaine prochaine. Pour l'instant, gros résultat ceci dit avec 300 000 € d'engrangés et 4 329 contributeurs, ils ont fait parler la poudre. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, un joli petit projet assez séduisant avec une direction artistique très pulp, très rétro mais dans le bon sens du terme, avec une VF qui plus est en PDF en tout cas, un petit jeu coop qui s'intitule Ancient Terrible Things Reawakened, le Reawakened qui vient nous stipuler ici qu'il s'agit en fait d'une nouvelle édition d'un jeu qui a déjà connu une sortie en 2013 comme vous le voyez ici, et qui donc refait une nouvelle apparition, et ça nous vient d'Afrique du Sud, c'est quand même très rare, et c'est assez suffisamment intéressant pour être souligné. Il n'y a pas grand chose quand même qui vient d'Afrique du Sud sur Kickstarter en règle générale pour ce qui est des jeux de société, même si Pleasant Company Games avait déjà sorti 6 projets avant celui-ci. J'imagine que parmi ces 6 projets, il y avait déjà le même jeu, ici et ici déjà. Et ici encore, ok, les 3/4 des projets qu'ils ont portés sur Kickstarter, c'était Ancient Terrible Things, j'imagine avec des ajouts, là il y a une extension par exemple, The Lost Charter, là on avait quoi encore, Awake 10, hein, qu'est-ce que ça voulait dire? Ah c'était pour les 10 ans, du jeu, d'accord. Et du coup là ils reviennent avec cette fois-ci une nouvelle version, Reawakened, avec certainement un jeu un petit peu peaufiné par-ci par-là, peut-être des petits ajouts de matos, notamment une très belle tour de dés sous la forme d'un bateau, avec également un très beau tapis de néoprène pour accueillir le tout, et donc le bateau avec la piste de 2D qui est quand même assez classe, par contre c'est un petit peu cher. Et donc c'est disponible en français, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les autres jeux auxquels il reste plus d'une semaine de campagne, on le retrouvera de toute façon dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine également. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, The Red Dragon Inn épisode 9, The Undercity, The Red Dragon Inn. On envoie des jeux de cette série hein, par Slugfest Games. Là aussi, les 21 projets, il doit en avoir du coup 9 qui viennent de cet univers de The Red Dragon Inn. Et donc, il vient s'enrichir d'un nouveau projet, donc présenté le 26 février dernier, pour 2 à 5 joueurs, 45 minutes et plus, 13 ans et plus pour de la gestion de main, un petit peu de tech that si je me souviens bien également. Mais comme j'ai pas une énorme mémoire vu le nombre de projets que je présente semaine après semaine, j'oublie un petit peu parfois les projets qui m'intéressent le moins, ceux dont ils sont composés en termes de mécanismes, etc. Donc
je vous recommande plutôt d'aller checker la vidéo du 26 février dernier pour en apprendre un petit peu plus concernant The Red Dragon Inn épisode 9, donc The Undercity, où on voit ici Red Dragon Inn, Red Dragon Inn, Red Dragon Inn, enfin, c'est quasiment que ça, on en a encore ici. Bref, il y a quasiment que ça chez Slugfest Games. Ils ont trouvé un filon qui marche bien, ceci dit, puisqu'on est à 4000 contributeurs. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 février dernier, Bound, un petit print and play en run and write à 1 livre seulement, donc c'est vraiment pas très cher, avec une très belle direction artistique, même si vous allez voir en fait dans le jeu il n'a pas un grand intérêt. C'est un jeu qui a pour l'instant réuni 802 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne et qui est largement financé comme les 3/4 des print and play qui se lancent sur Kickstarter de toute façon. Donc voilà, c'est un petit jeu abstrait, un petit peu façon échec, etc. Le Go même, on peut rappeler ça, avec des petites pièces sur une sorte de pentagramme qui n'en est pas un, mais vous aurez compris un peu le principe. Et donc un jeu abstrait où on va chercher à prendre le contrôle de certaines tuiles, enfin pas de certaines tuiles, mais de certains emplacements. C'est très joli, ça a l'air d'être une expérience un petit peu zen aussi d'ailleurs. J'aime bien la direction artistique, mais c'est pas un jeu qui m'intrigue suffisamment pour aller le baquer, même si ça coûte quasiment rien pour le coup. Voilà pour Bound, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Présenté il y a 3 jours à peine, encore un jeu avec une campagne relativement courte, c'était donc dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, il s'agit de Cloud9, pas de VF, et je pense que du coup ça met fin à ce segment assez rapidement, parce que c'est un jeu basé essentiellement sur le langage, les questions, etc. Donc du coup si vous parlez pas anglais, sachez qu'il n'y a pas de VF, donc du coup ce serait théoriquement pas très encouragé que de vous le recommander du coup. Voilà pour Cloud9, on en reparle la semaine prochaine également. Autre jeu dont on reparlera la semaine prochaine, il s'agit de Lords of Vegas, lui aussi présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier. Ça marche pas trop mal pour cette nouvelle édition de Lords of Vegas, un jeu qui avait déjà connu une sortie il y a déjà assez longtemps, ça fait plus de 10 ans, ça fait peut-être 15 ans je crois que le jeu est sorti, et donc ici ils nous reviennent avec une nouvelle version, un petit peu deluxifiée on va dire, mais également assortie de quelques nouvelles extensions par-ci par-là. Donc 1811 contributeurs ont été séduits, 177 000, 178 000 c'est déjà arrondi, euros d'engrangés pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne, donc pour Lords of Vegas et ses multiples pledges que vous voyez ici. On en reparle donc la semaine prochaine. Dernier projet dont on parlera aussi la semaine prochaine du coup, dernier projet de ce suivi du menu crowdfunding de la semaine, il s'agit de la Soda Pop Collection de Thundergriff Games. Je l'ai présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, donc je vous renvoie directement vers ce contenu-là. Pour l'instant, on est à 1714 contributeurs, on était à 1414 il y a 3 jours, donc la campagne vit plutôt bien, 10 jours avant la fin de la campagne et 83 000 euros d'engrangés pour ces 4 jeux qui ont la particularité d'être contenus dans des canettes. Et oui, ça c'est assez original, donc Catacomb, petit jeu de mots, Lightseeker for Genesis, et puis Top Cap, donc des petits jeux abstraits, assez charmant, visuellement plutôt joli d'ailleurs également, avec une profondeur assez intéressante, si on prend en compte que c'est des jeux vraiment très peu fournis en matériel, mais qui ont l'air d'être relativement intéressants malgré tout. Et puis bon, Thundergriff Games généralement fait pas des jeux nazes, même s'ils font pas non plus des jeux qui restent dans les mémoires de tout le monde, mais quand même, un jeu à surveiller, d'autant plus que, encore une fois, ces 4 jeux disposent d'une version francophone disponible durant la campagne. Il est temps que cette vidéo se termine, et ça tombe bien parce que c'était le dernier projet de la semaine. Et du coup, je commence à ressentir un petit peu ma lèvre supérieure, donc ça va, les épices sont passées. Du coup, écoutez, on se retrouve de toute façon dimanche pour ceux qui ne suivent que le menu crowdfunding, ou le suivi bien sûr, mais entre-temps, il y aura aussi potentiellement 1 voire 2 autres vidéos à venir très rapidement sur la chaîne, à savoir ma réponse à la vidéo de Xavier de la semaine dernière, donc le sur le pouce, dans lequel il parlait un petit peu du statut de youtubeur, influenceur, etc. Et puis samedi, on aura aussi une review pour un proto qui nous avait été livré en novembre dernier. On a fini de tourner en décembre, mais bon, le planning étant ce qu'il est, l'éditeur nous a demandé de publier cette vidéo samedi, alors que la campagne est déjà commencée au moment où vous regardez la vidéo. Je suis pas très fan de cette approche-là, mais bon, ça se défend. Du point de vue de l'éditeur, c'est tout à fait légitime. Parce que effectivement ça permet d'espacer un petit peu les publications de vidéos et de relancer un petit peu l'intérêt. Par contre, pour les vidéastes en question, on arrive en dernier, donc forcément les gens qui sont les plus intéressés par le jeu ont déjà regardé d'autres vidéos, donc ils regarderont peut-être pas la nôtre, mais bon, c'est pas grave. Et puis on aura aussi certainement encore une autre vidéo au début de la semaine prochaine, et donc on essaie de prendre un rythme assez sympa avant que Xavier ne parte en vacances et que les miennes ne débutent. Du coup, je vous retrouve très prochainement, quoi qu'il en soit. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.